Hello, c'est Laetitia. Salut, c'est Lucille. Comme vous pouvez le voir, il fait chaud. On est en train d'enregistrer cet épisode en pleine canicule du mois de mai, mais c'est un épisode que vous allez découvrir au mois de juin. On s'est dit que forcément c'était l'occasion de parler du mois des fiertés. Depuis qu'on a créé ce podcast, on a fait plein d'épisodes différents. On avait fait nos focus sur chaque lettre du cycle LGBT sur notre toute première année. L'année dernière, on avait fait des épisodes sur la marche lesbienne. Voilà, ça a toujours été un sujet qui nous tient à cœur. Vous le savez, Lucille comme moi, on est dans des relations avec des femmes. Donc du coup, on s'est dit que peut-être que c'était l'occasion de faire un peu un point et de vous parler de nos histoires avec notre rapport à la sexualité. Notamment sur le fait de parler de coming out, de coming in, de comment on a réalisé que on était bisexuel, lesbienne, de comment on a choisi la façon dont on voulait relationner avec des personnes du sexe opposé, ou pas d'ailleurs, de la façon dont notre entourage professionnel comme personnel ont pu l'apprendre, ont pu vivre les choses, et de se dire que ça vous permettrait d'avoir un petit peu des retours d'expérience, parce que c'est vrai que on en parle généralement assez peu, ou alors si on en parle, c'est souvent sous des spectres très négatifs. Parce que moi, je sais que la plupart des histoires de coming out que j'ai pu entendre, c'est des personnes qui me disent je ne parle plus à tel membre de ma famille, j'ai des potes qui se sont éloignés de moi. Moi, à titre personnel, j'ai la chance d'avoir une expérience totalement opposée où ça s'est très bien passé. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais on s'est dit que pour une fois, on avait envie de faire quelque chose de vraiment positif et d'expliquer à quel point le fait d'être queer, ça a changé des choses dans notre vie. Donc du coup, Lucille, est-ce que peut-être que tu as envie de commencer ? Est-ce que tu te rappelles du moment dans ta vie où tu t'es dit « je ne suis pas hétéro » ? Il y a eu deux réalisations. C'est-à-dire que pour moi, le je ne suis pas hétéro, c'est le coming in déjà. C'est quand tu sais. Ouais. Et il y a eu avant une phase où je sais pas. Et la phase je sais pas, ça va donner des trucs temporels, mais la première personne dont je sois vraiment tombée amoureuse, où je l'ai ressenti, où il y a eu un truc amoureux qui s'est passé en moi, j'étais en 5e et c'était une fille. Et j'étais très amoureuse et je me suis pris un râteau. Et j'ai eu un chagrin d'amour de cette année-là. Je me souviens que j'ai été très déstabilisée de ce qui s'était passé et que j'étais tellement déstabilisée quand je suis rentrée chez moi, je l'ai dit à ma mère, avec qui j'avais pas ce genre de relation du tout. Donc c'était vraiment genre j'ai besoin d'en parler et tout. Ça a été entendu, mais un peu mis sous le tapis après. Mon chagrin d'amour s'est calmé. Et en vrai, le moment où je me suis dit je ne suis pas hétéro, j'avais 30 ans. Ça fait quand même un paquet d'années entre la 5e parce qu'en 5e, on a quoi, 12-13 ans ? Ouais, c'est ça, ça fait un peu plus de 15 ans. Donc t'as vraiment eu une quinzaine d'années où tu t'es posé la question. Je pense que entre le collège et les années lycée et après, moi j'ai été en couple tout le temps. Quasiment. Au collège, j'étais un peu forcée d'être en couple parce que du coup, la pression sociale était énorme pour être en couple avec un garçon. Donc du coup, on me forçait, et vraiment très sérieusement, je veux dire vraiment, je devais embrasser des garçons devant tout le monde pour montrer que j'embrassais des garçons. Il y avait tout un truc de vérification. C'était bizarre que je sois pas en couple, donc à un moment, je finissais par accepter un gars. Donc le collège a été comme ça. Le lycée, j'ai eu des histoires d'amour, mais avec des garçons. Une histoire d'amour avec un garçon en l'occurrence. Et après, j'ai été mariée assez vite et j'ai eu 2 relations de mariage. Et dans la foulée de ces mariages-là, j'ai eu... Donc, il y a eu une phase où j'étais un peu infidèle. Et donc, j'ai eu... Mais pas principalement, j'ai eu des relations avec des femmes... des hommes quasiment toute ma vie. Toute cette partie-là de ma vie. Parce que j'avais peur. Parce que... C'est ce qu'on a déjà dit dans des épisodes précédents, mais au collège et au lycée, la seule personne queer qu'il y avait dans le lycée était un homme homosexuel. Un jeune homme. Et il n'y avait pas de représentation lesbienne. Il s'avère que la personne dont j'étais tombée amoureuse, je m'avance pas de façon déconnante en disant que je pense qu'elle est lesbienne aujourd'hui, mais à l'époque, en tout cas, c'était pas quelque chose de... Il n'y avait pas de groupe de lesbiennes et tout, comme je peux le voir avec mes enfants là qui sont au collège actuellement, et où il y a des groupes de filles qui aiment les filles, il y a des groupes il y a des personnes disent qu'elles sont bisexuelles ou pansexuelles, il y a vraiment autre chose qui se passe. À notre époque, c'était pas du tout le cas. Il y avait vraiment le cliché du garçon gay hyper extraverti qui parle de sexe toute la journée. Oui.
Et c'est le fameux meilleur ami gay qui a été beaucoup romancé dans les films et les séries, qui est même pas vraiment considéré comme un homme en fait, qui est dans les groupes de filles, voilà, qui est dans les groupes de filles, qui est celui qui peut se permettre aussi de toucher un peu les filles parce que c'est bon, il est pas comme les autres, et qui fait des blagues de cul toute la journée, voilà. Mais sur les hommes. Oui. Et non pas les blagues de cul qu'on entend de la part des garçons hétéros. Du coup, voilà. Donc, en termes de représentation, il y avait rien. Culturellement, il y avait rien. Et moi, j'ai vraiment grandi avec la culture, le cinéma, les livres. Et dans le cinéma et dans les livres, pareil, va t'accrocher. Parce qu'en plus, moi, il était clair que je n'étais pas lesbienne de nature. Du coup, j'étais donc bisexuelle. Sauf que il y en a pas. Enfin, je veux dire, à l'époque, il y avait rien, quoi. Le mot existait, mais ça n'avait pas de sens particulièrement. Et puis il y avait ce truc de, je vais dire un truc, mais bisexuel, il y a le mot sexuel dedans. Oui. Alors que lesbienne, non. Et du coup, bisexuel, quand j'ai commencé, je me suis posé des questions, j'ai déjà eu des conversations, tu sais, pendant des jeux de la bouteille ou des trucs comme ça, ou des actions vérité, où tu dois dire des trucs un peu sur toi. J'ai déjà évoqué le fait que mon premier amour était une fille. Et quand le mot bisexuel a été sorti, en l'occurrence, pas par moi, je me souviens des réactions de gens qui étaient, ah bah cool, tu vas faire des plans à 3, ah bah du coup, t'es un peu, comme t'es un peu la meuf légère, enfin, on disait la salope de la bande, du coup tu vas en plus faire plein de plans à 3. Et donc il y avait la sexualité qui était induite dans la bisexualité, et du coup ça a été très très long. Puis après j'ai donc été en couple, et c'était beaucoup plus facile d'ailleurs de tromper mes partenaires avec d'autres hommes parce que c'est facile, et il s'avère qu'à 30 ans je suis tombée amoureuse d'une femme, et là, je suis devenue polyamoureuse en plus. Et en plus, tombée amoureuse d'une femme lesbienne. Du coup, j'ai pas eu le choix. En fait, mes sentiments étaient au-delà de la réflexion, quoi. Il y avait plus de réflexion. C'était les sentiments avant tout. J'avais la maturité pour pouvoir m'écouter et y aller. Et là, j'ai vécu... en fait, comme j'étais polyamoureuse, ma vie hétéronormée avec mon partenaire de vie, le père de mes enfants, et en plus dans une autre ville avec cette femme que j'aimais énormément, une vie où on sortait dans des bars, où on voyait ses potes, on était dans le milieu plus gay et tout, donc voilà. Et là c'était à 30 ans, donc c'était assez tard, ouais. Donc c'est pour ça que je me considère vraiment comme une tardive, et que je suis dans le collectif lesbienne tardive, parce que j'ai pas eu de jeunesse autre chose qu'hétéro, quoi. Alors moi j'ai eu une expérience qui était pour le coup très très différente, parce que je pense que j'ai toujours su que j'étais bisexuelle et que ça n'a jamais été un sujet en fait. Moi j'ai jamais eu vraiment de coming out à faire à mes parents, parce que ça a toujours été quelque chose qui était logique pour moi. Moi j'avais 2 personnes dans ma vie quand j'avais 4 ans. C'était Aurélien et Marilyn. Voilà, Aurélien qui était un petit garçon de mon immeuble, et Marilyn avec qui je prenais des cours de danse, qui était une magnifique blonde, et du coup c'était mon amoureux et mon amoureuse, et selon les jours je voyais l'un ou l'autre. C'était, tu vois, déjà à l'époque le polia, c'était dans mes gènes. mais du coup ça a toujours été clair pour moi que j'aimais les deux. J'ai grandi avec notamment mon papa qui est quelqu'un de très ouvert d'esprit sur tout ça, qui en plus lui a un meilleur ami qui est gay, donc du coup on a été très vite confrontés à des personnes du milieu LGBT, et on a toujours eu cet apprentissage de c'est normal. Et ensuite c'est parti un petit peu en sucette à partir du collège, parce que là j'ai commencé à être un peu l'expérience, c'est-à-dire que comme j'étais la seule personne de mon collège et ensuite de mon lycée à être très ouvertement bisexuelle, toutes les meufs qui avaient envie d'embrasser une meuf, elles venaient me voir. Puis toutes les meufs qui avaient envie de tester, de coucher avec une meuf, elles venaient me voir. Chaque fois que quelqu'un avait envie de faire un plan à 3, c'était là en mode Yaloun. Elle aime les deux, vas-y. Et c'est vraiment le côté très sexuel de la bisexualité, encore une fois, qui a été mis en avant. Je suis sortie pendant que j'étais au lycée, surtout avec plusieurs garçons. Je suis jamais sortie avec des filles quand j'étais au lycée, parce que je servais beaucoup d'expérience. Et à l'époque, j'avais toujours un peu cet espoir de me dire peut-être que y en a une qui va se rendre compte que c'est vachement bien d'être avec une fille, et que du coup peut-être que je vais enfin avoir une meuf qui va tomber amoureuse de moi. Ça n'a jamais été le cas malheureusement à l'époque. J'avais un énorme crush sur une de mes copines, de mon groupe de copines, qui a fini par faire son coming out lesbien un peu plus tard, mais à une époque où on n'était plus en contact. T'étais trop en avance. Voilà, donc j'avais senti la vibe. Je savais qu'il y avait des possibilités entre nous, mais bon voilà.
Et du coup, après, un peu comme toi, j'ai eu cette longue période où j'ai eu principalement des relations hétérosexuelles. C'est-à-dire que j'ai connu ma première fois avec une fille quand j'avais 15 ans. J'ai couché avec des filles jusqu'à mes 18-19 ans. Et ensuite, j'ai eu une phase où j'étais perpétuellement en couple avec des mecs. À chaque fois pour des relations longues, parce que c'était des relations qui duraient 1 an et demi, 2-3 ans. Puis ensuite, j'ai eu une relation qui a duré 9 ans. Où du coup, je mettais un petit peu tout ce côté bisexuel de côté. Parce que je me disais, je suis en couple avec un homme, ça se passe bien. Aux yeux de la société, c'est facile. Parce qu'on va pas se mentir, il y a ce truc aussi. Moi, j'ai grandi à une époque où, dans les médias, il y avait beaucoup ce discours de les bisexuels ont plus de chances que les homosexuels parce que ils peuvent se mettre avec quelqu'un qui est du bon genre entre guillemets et être undercover. Et être undercover et ne pas risquer de discrimination. Ce qui m'a toujours profondément énervée parce que pour moi c'était pas forcément un choix, on choisit pas de qui on peut tomber amoureux. On peut l'orienter évidemment, mais c'était quelque chose qui était difficile à vivre pour moi d'entendre ça en mode t'es bisexuelle, t'as de la chance de pas être lesbienne. Et j'étais là en mode mais en fait pourquoi est-ce que je devrais avoir la chance de pas être lesbienne? Déjà sortir avec des mecs c'est nul. Non, je pensais pas ça à l'époque. J'ai été en couple avec des gens très mauvais mais avec aussi des mecs très bien. Notamment mon ex avec qui je suis restée pendant 9 ans, on a eu des différends sur notre parcours, mais c'était vraiment un mec bien. Et je sais qu'il écoute ce podcast, donc tu es vraiment un mec bien et tu le sais, je te le dis régulièrement. Mais voilà. Et depuis, maintenant, ça fait 6 ans que je fréquente exclusivement des femmes. Je suis mariée à une femme, mais comme on est dans un format de couple libre, ce qui n'est pas un secret sur les internets, je fréquente plein d'autres. Soyons honnêtes, je fréquente quelques autres femmes et je ne me vois pas retourner en arrière. C'est vrai que je le vois pas comme un choix, comme le lesbianisme politique. Je pense pas que je me déclarerai un jour lesbienne politique parce que je reste très attachée à mon identité de bisexuelle. J'aime bien le fait de pouvoir me dire si jamais un jour j'ai envie de recoucher avec un mec, j'en ai l'opportunité sans risquer de perdre mon étiquette lesbienne. Mais voilà. Et en ce moment, il y a tellement de discours sur les réseaux sociaux. Il y a eu des posts sur. Il y a beaucoup de critiques qui sont faites sur les méchantes lesbiennes qui sont méchantes envers les bisexuels, qui sont en couple avec des hommes et tout. On va pas rentrer dans le débat. On va pas rentrer dans le débat parce que on va pas être d'accord. Avec une partie de notre auditoire, j'en suis sûre. Mais voilà, j'estime qu'être bisexuel, c'est plus facile qu'être lesbienne. Ne serait-ce qu'aux yeux de la société, aux yeux de plein de choses. Être dans une relation qui a un hétéro-passing, ce sera toujours plus simple parce que t'as beaucoup moins de risques de te faire agresser dans la rue parce que tu tiens la main de ta copine. Mais bien sûr. Donc il y a plein de choses à ce niveau-là. Et puis pas seulement même au niveau des gens. Moi j'ai longtemps été convaincue que j'avais grandi dans un monde où c'était hyper ouvert d'esprit et tout machin. Mais il y avait aucune personne LGBT dans mon univers proche, ni dans ma famille, ni dans les amis de la famille et tout. Et donc j'étais quand même convaincue que on était des gens tolérants et ainsi de suite. Et même le mot tolérant est un peu compliqué. Mais en fait en réalité j'ai jamais eu aucune de mes partenaires femmes qui ont rencontré ma famille, par exemple. C'est quand même une question parce que c'était moins ouvert tout de suite, bizarrement, pas de façon agressive, mais que si je disais là, si j'annonçais que j'ai trouvé un mec, on dira passez cet été, venez manger, on fera connaissance. C'est pas du tout le même délire. Et du coup, ça c'est un truc que j'ai réalisé après, en dehors de la question de la rue, où je suis d'accord avec toi. Moi, il s'avère que de nature, je suis bisexuelle, exactement comme toi. On utilise le terme bisexuel, mais en vrai, maintenant, on dirait pansexuel. Il y a des débats sur. Il y a débat, mais en fait, moi à l'époque, le mot pansexuel pansexuel n'existait pas, donc c'est pareil. Quand le mot existe, que tu grandis avec, il y a un moment où c'est un peu comme ton drapeau et tout. Moi, c'est aussi comme ça que je le définis, c'est-à-dire que pour moi ça n'est pas pour moi j'inclus tout le monde dans ma bisexualité, mais voilà, ce qu'on veut dire quand on dit qu'on est bisexuel, c'est que on ne s'arrête pas au genre de la personne ni à ses organes génitaux.
Et d'ailleurs, ni techniquement, il y a le reproche aussi que c'est forcément quelque chose de très cliché, c'est-à-dire le genre homme-femme, alors que moi, enfin, les personnes non binaires sont aussi inclus, évidemment. Oui. Donc, mais donc c'est pour ça que dans les définitions, on serait plutôt pansexuel, à tes souhaits. Mais donc on dit bisexuel toutes les deux parce que on est de la génération où il y avait que ça qui existait. Et du coup, moi, j'ai connu dans la rue, mais même encore il y a peu de temps, il y a 1 an à peine, puisque maintenant actuellement je suis dans une phase de célibat choisie, mais qui m'empêche pas de voir des gens parfois. Mais du coup j'ai connu des regards encore, des trucs agressifs, une personne qui a craché par terre. Enfin, je veux dire vraiment, ou des trucs où tu sens que ça se tend vraiment, c'est-à-dire qu'il faudrait pas répondre. Si tu réponds, ça monte tout de suite. Et c'est pas de la paranoïa, c'est-à-dire que non, c'est vraiment on développe un espèce de radar à ce niveau-là. Ouais. Déjà, on est obligé d'être beaucoup plus conscient de l'espace dans lequel on est, d'être beaucoup plus vigilante. Le type de personne qu'il y a autour. Voilà, et c'est vrai que y a des gens qui nous regardent extrêmement mal. Moi, je le vois beaucoup quand je suis avec ma femme. Les gens nous regardent parfois très mal, avec beaucoup d'agressivité dans le regard. Donc on est obligé, moi ça nous est déjà arrivé de changer de wagon dans le métro parce qu'on se sentait pas en sécurité. Ma première vraie relation avec une femme, elle habitait pas dans Paris intramuros, donc on prenait le RER pour aller chez elle et on ne se tenait jamais la main dans le RER. Et ça a été une des premières leçons, c'est-à-dire que on prend les transports et je me pose pas la question et elle me lâche la main et elle me dit non t'inquiète, on est à côté, y a pas de souci, mais pas de geste. Et il s'avère que une des rares fois où on a eu des gestes dans l'espace public, pas loin de chez elle et tout, qui était encore une fois pas des endroits où t'aurais pu imaginer. Et on s'est fait, il y a eu des problèmes. Quoi. Donc non. Et puis c'est quelque chose qui est encore très réel. Et puis partout, en fait, aussi. Oui. C'est-à-dire que là, moi, les dernières fois où ça m'est arrivé, c'était vraiment dans Paris intramuros, centre de Paris, quoi. Donc on n'est même pas dans des endroits où on pourrait dire bon, les gens voient peut-être moins, que dalle, pas du tout. Donc et puis cette agressivité, de toute façon, elle est pas justifiée, quelles que soient les conditions. Mais donc il y a ça qui existe. Mais après, tu dis ça, mais globalement là, ces dernières années, ça s'est tendu sur la question de la représentation. Et même moi, là, toute seule, je suis allée à il y avait le Family Pride Festival le week-end dernier. Donc vous avez quand est-ce qu'on enregistre. J'y suis allée avec un de mes enfants et j'y allais en mode full paillettes, donc paillettes, cheveux roses. Mon enfant était un peu pareil que moi. Et un vieux monsieur passe à côté de moi et il me regarde, il fait ah mais vraiment c'est dégueulasse. Et donc j'étais avec ma gosse, pas génial. Et c'était vraiment sur le physique. C'était vraiment sur regarder cette personne qui sort. C'est ce côté pride, le côté en fait. freak show un petit peu. C'est ça. T'as des tatouages, t'as les cheveux roses, t'as des paillettes sur les yeux et un peu sur le corps. Et du coup, c'était pas encore le mois des fiertés. Tu sentais que c'était trop là déjà. Ouais. Et donc cette ambiance-là, elle est réelle. Et quand tu marches avec quelqu'un en lui tenant la main, c'est vraiment réel. Et je pense qu'il faut l'avoir connu pour se rendre compte à la différence. C'est-à-dire que je n'ai jamais été en couple avec un homme dans la rue, dans l'espace public. Je me suis jamais dit que j'étais en danger. Non. Jamais. Et il y a ce truc où même moi, ça m'est arrivé 2 fois, ce qui est suffisamment important pour le souligner, d'être en train d'embrasser une femme dans le Transilien, dans le RER, dans le métro, et d'avoir un mec qui vienne nous interrompre pour me demander mon numéro de téléphone. Gonflé. Et j'étais là en mode, le fait que j'ai actuellement ma langue dans la bouche d'une femme devrait te donner une indication sur le fait que je ne suis clairement pas intéressée par toi. C'est incroyable. Et c'est dire à quel point, en fait, il y a un sentiment d'impunité de la part de ces hommes. Parce que, alors... Moi j'ai eu la proposition de vous connaissez pas ce que c'est d'avoir une bite, je me propose pour vous faire changer d'avis. Mon pénis magique, toutes les blagues sur les moules frites, toutes les blagues, on a eu droit à tout. Et ça, c'est lourd, mais ça peut vite aussi être un peu menaçant. C'est-à-dire que selon le contexte, tu sais pas comment le gars peut réagir. Oui, donc généralement, on essaye de désamorcer la situation, on rigole doucement. On peut pas se permettre de se mettre en colère. Et encore, nous, on a un avantage, c'est qu'on est toutes les deux blanches. En plus. Donc, en tant que meuf blanche, on peut se permettre de réagir un petit peu de façon plus virulente. Il y aura toujours des gens qui viendront nous protéger. Ce qui n'est pas le cas des personnes qui sont racisées. Donc du coup, mais voilà, on essaye toujours de pas se mettre en danger, donc on accepte de discuter, on accepte de rigoler, de faire comme si c'était hilarant ce que cette personne nous avait dit, comme si on l'avait pas entendu 1000 fois.
En fait, qui est aussi la réaction quand tu te fais draguer par un gros lourd quand t'es toute seule dans la rue et où le premier réflexe de 99% des femmes, c'est de sourire. Alors que ça fait chier. Je veux dire, vraiment. De dire non, je suis pas intéressée, désolée. Oui. Je suis fiancée, j'ai déjà quelqu'un. Pardon, vraiment. Je vais chez mon mec. Voilà. Mais j'ai déjà eu aussi les cas où j'ai des vieilles dames qui viennent me faire chier. Alors moi, c'était souvent des vieilles personnes. Je suis d'accord aussi. On ne ostracise pas. Enfin, genre, on ne fait pas des généralités, mais la personne qui avait craché au sol quand j'embrassais ma meuf, c'était une vieille dame qui ressemble. Genre, en plus, la vieille dame bourgeoise. Vraiment, la vieille dame, la vieille blanche bourgeoise. Et la personne là pour le Family Pride Festival, c'était un monsieur, pareil, d'un certain âge. Donc, les vieilles personnes, il y en a certaines qui sont un peu gratinées. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que exister en tant que personne pas hétéro dans l'espace public, c'est pas simple. C'est pas toujours simple. Et on s'en rend pas compte quand on le vit pas. Et donc c'est vrai que les femmes bisexuelles qui sont en couple avec des hommes et qui n'ont connu que ça, potentiellement ont cette expérience en moins, c'est-à-dire qu'on leur retire pas leur ressenti et leur identité bisexuelle, mais quand tu l'as pas vécu, tu peux pas te rendre compte à quel point ça fait une diff et à quel point c'est dur, et encore plus donc, quand t'es lesbienne et que c'est ton quotidien. Mais moi maintenant c'est militant, parce que du coup maintenant j'ai fait le choix de ne plus relationner avec des hommes et c'est très sérieux. Je veux plus être en couple avec un homme, vraiment, et ça n'arrivera plus, mais on se rend pas compte à quel point ouais, c'est un privilège de pouvoir être avec en gros, c'est une tanasse d'être en couple avec un homme, mais c'est aussi un privilège dans l'espace public. La société, dans l'espace public, c'est un vrai privilège. Et c'est super triste, mais c'est comme ça. Et donc tous ces discours se posaient sur la question de la représentation et tout, et de la place de ces hommes qui existent dans nos endroits. Et là, moi, il y a deux choses, c'est que du coup, mon côté militant fait que maintenant j'embrasse les femmes dans la rue, parce que du coup, j'ai eu cette phase où je disais je veux pas mettre en danger la femme que j'aime, donc du coup je ne veux pas embrasser dans la rue, mais maintenant c'est très militant, et si on a un problème, j'irai au contact. Et donc mais maintenant je veux le faire et je veux qu'on soit visible. Et l'autre chose, c'est que alors c'est mon avis très personnel, attention, mais en tant que femme bisexuelle, si je relationnais avec un homme par exemple, tu te poserais pas la question de est-ce que tu peux l'embrasser dans la rue, quoi. Déjà, je me poserais pas je le ferais peut-être pas en vrai, parce que, voilà, mais pour le coup, je ne l'emmènerais pas dans mes espaces. Et ça, c'est un vrai truc aussi. C'est-à-dire qu'il y a je pense que ça ne minimise pas ma bisexualité, c'est-à-dire qu'en plus tout le monde est au courant. Enfin, je veux dire, vraiment là maintenant, j'ai été suffisamment publique comme toi pour qu'on sache exactement ce qu'on est, hein, donc il y a pas de souci. Mais si j'étais en relation avec un homme, je ne l'emmènerais pas dans les bars lesbiens où je vais pour voir mes potes. Je les emmènerais pas dans les soirées queer. Je lui dirais pas, hey, c'est bientôt la Pride, on n'irait pas faire la Pride ensemble. Non. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui me viendrait à l'esprit non plus. Parce que ni dans la relation, ni dans le cas de cette personne qui ne... Enfin, c'est-à-dire que, admettons que peut-être il y aurait une ostracisation à être en couple avec une femme bisexuelle, ce serait à la marge par rapport à ce qui se passe réellement aujourd'hui pour les personnes trans, les personnes racisées, donc pour moi ça n'a pas, voilà, mais c'est très personnel, et en fait je pense que tout ça c'est des choix personnels aussi, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça qu'il y a des débats, c'est-à-dire que chacun doit voir midi à sa porte et décider comment il gère cette affaire, et que tout de suite en fait justement ça prend des aspects politiques collectifs, parce que quand là par exemple je dis ça et vous pourriez me répondre oui mais bon du coup tu veux interdire tous les hommes dans les espaces queer, et en l'occurrence c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce qu'on a j'ai juste dit que si je relationnais un homme je ne l'emmènerais jamais dans un bar lesbien. C'est mon avis perso et ma situation perso, et donc du coup, mais ça touche aussi, d'ailleurs c'est vachement lié à ça. Moi ces dernières années j'ai beaucoup souffert d'être bisexuelle, et la phrase indécente d'internet, mais c'est sur un autre truc, c'est qu'en fait j'ai trouvé tous les débats hyper violents. Et de tous les côtés. C'est-à-dire que je comprends la colère des lesbiennes parce qu'elles se font attaquer, elles se prennent des balles pour rien, et elles se font encore attaquer sur des trucs qui sont des clichés de la méchante lesbienne misandre, et c'est ridicule parce que vraiment, je vous assure que c'est pas le cas. Quand on connaît plus de lesbiennes, elles ne sont pas méchantes comme ça. Aussi, les bisexuels du coup qui parfois sont en souffrance ou sont dans l'attaque. Et en fait, tout le monde est dans l'attaque. Et moi, ça m'est arrivé de lire des choses sur Internet où les gens s'insultent, et c'est ces insultes qui m'ont fait du mal.
Bah oui, parce qu'en fait, il y a un moment où on est censé être toutes et tous dans la même communauté. Il y a déjà suffisamment de gens à l'extérieur qui nous en veulent, Après, on n'a pas les mêmes vécus. On n'a pas les mêmes vécus, mais ça veut pas dire qu'on peut pas coexister ensemble. Bien sûr. Avec tous les gens qui nous détestent, est-ce qu'on a vraiment besoin de se détester entre nous en plus? Je ne pense pas. On dit beaucoup qu'il faut faire communauté, et il y a des trucs sur lesquels on peut au moins se mettre d'accord sur le fait d'avoir des espaces où on n'est pas en train de s'arracher la gueule sur, encore une fois, des technicités. Voilà. Et mais en gros, moi, ma position maintenant, c'est... Enfin, je souhaite à toutes les femmes bisexuelles d'avoir un jour au moins une relation avec une femme. Et ça change énormément de choses. C'est ça, et c'est tout ce que je souhaite, et c'est un truc positif. Voilà. Je dis pas, je souhaite à toutes les femmes bisexuelles de quitter leur mec. Il y a des matins où je pourrais me le dire. Moi, je le dis. Voilà, mais pour le coup, non, au contraire, je souhaite le truc positif. Je leur souhaite à toutes de connaître le bonheur et la joie qu'il y a d'être avec une en femme. couple avec une femme, et de comprendre aussi tout l'autre aspect qu'on disait, et donc du coup aussi de faire partie plus de la communauté au final. Il y a ça aussi. Donc, mais c'est des choses, récemment, c'est vraiment des trucs, qui parfois ont pu me blesser, parce que du coup j'ai eu des phases où je me sentais moins bien, c'était des trucs de santé mentale, mais où lire sur Twitter en particulier des espèces de trucs genre les bisexuels, il faudrait les tuer, les machins, toujours les mêmes débats en plus. Et puis en plus, alors il s'avère que c'était pas intelligent de ma part, parce que c'est souvent aussi des personnes assez jeunes qui sont très énervées sur ces questions, et que il s'avère que c'est un peu comme dans le féminisme aussi, il y a un truc de l'expérience qui parle, et donc tu mets de l'eau dans ton vin sur des trucs. Il y a des trucs qui t'énervent plus parce que c'est juste, il y a le monde qui vit d'un côté négatif, mais il y a aussi des trucs sur lesquels l'expérience te permet de te dire je te jette pas la pierre, en fait, ça peut arriver, personne n'est parfaite, et puis la vie c'est des expériences, et puis c'est pas grave, et puis calmons-nous, quoi, allons toucher de l'herbe. C'est moins le cas des personnes très jeunes, et donc il peut y avoir des espèces de gros trucs violents qui sont dits de tous les côtés, je tiens à le préciser. Et c'est pas malin, et donc ouais, moi c'est quelque chose que j'ai assumé, et ouais, et en plus c'est marrant parce que j'ai beau avoir dit j'ai arrêté de relationner avec des hommes, ce qui est vrai, je reste attachée à ce mot de bisexuel maintenant, parce que je sais qu'au fond, même si je choisis le lesbianisme politique, c'est moi, tu vois. Bah c'est ça c'est une composante en fait qui fait qu'on a un vécu spécifique, et que j'ai pas forcément envie de le renier. Je me suis posé beaucoup la question ces derniers temps de savoir est-ce que je suis vraiment bisexuelle, ou est-ce que j'étais une lesbienne qui s'était forcée dans un rôle de bisexualité en surperformant l'hétérosexualité pendant une bonne partie de sa vie. Non, la réponse est non. Oui, moi c'est pareil. Il y a toujours des mecs qui, par leur simple existence, me mettent un petit peu de faiblesse dans les genoux. Moi j'ai été très amoureuse. Moi aussi. Je pense qu'il faut dire ça. Moi, j'ai été très amoureuse d'hommes. Alors, contrairement à toi, je serais bien emmerdée de faire d'aussi belles déclarations que tu viens de faire à ton ex. Mais il y en a certains qui étaient plus décents que d'autres. Mais c'est vrai que malgré tout, c'est un vécu, quoi. Et je veux pas enlever les sentiments que j'ai eus. Et puis, il y a un homme avec qui j'ai 3 enfants. Enfin, c'est pareil, c'est une histoire de vie aussi. Et donc ouais, enfin, moi, en tout cas, je sais. Et c'est sur des trucs presque pas pavloviens, mais à l'intérieur, c'est le drapeau bi, c'est mon drapeau, quoi. C'est bizarre, hein, mais c'est vraiment ça. Aussi parce que je le trouve beaucoup plus beau que le drapeau pan. Je suis désolée pour les pans, je vous jette pas pierre, mais en vrai, notre drapeau bi est quand même bien beau. Et c'est bien, faut qu'on soit un peu chauvine aussi de nos couleurs, c'est important, enfin, pour toutes les communes. Mais du coup, ouais, donc il y a eu... moi, on n'a pas du tout la même expérience de ça. Moi, ce que je trouve chouette aussi, c'est de se dire que il y a ce truc un peu triste. Moi, je me suis dit que j'avais un peu raté mes jeunes années de femme pas hétéro. Et oui, c'est le cas. Mais il est jamais trop tard pour la profiter. vie n'est pas finie. Voilà, c'est ça. Il y a des collectifs qui existent. Je vais reparler de Lesbiennes Tardives, qui est ouvert à toutes les femmes de plus de 30 ans. Donc, on a vraiment tous les âges. Vraiment... Et puis même dans l'expérience. C'est-à-dire que j'ai l'impression de m'éclater 1000 fois plus maintenant. Toi aussi, je pense. Bien sûr. Et en fait, ce truc aussi très internet de dire on vit à 20 ans, les meilleures années, c'est 15-25. Non, mais voilà, faut arrêter de penser que les meilleures années, c'est le collège et le lycée ou la fac. Ça, c'est vraiment des espèces de trucs qui nous matrixent au niveau culturel. La trentaine et la quarantaine, c'est génial. Et puis après aussi, parce qu'on sera tellement stylés. Mais oui. On sera des quinquagénaires aux cheveux roses, et on va vraiment continuer à coucher avec des femmes et avoir des belles relations et à tomber amoureuse, et ça va être formidable. Donc vraiment, la vie n'est pas finie, et c'est ça qu'il faut voir aussi, c'est-à-dire que même si on a des parcours, c'est pas accidenté, mais il y a eu des trucs moins bien, il y a eu des trucs où on a regretté, où c'était pas cool. Bah là, aujourd'hui, enfin moi en tout cas, depuis elle a vraiment 40 ans, le glow up, voilà.
J'adore cette façon de voir les choses. Mon coming in 30 ans et le début de ma vraie vie telle que je suis vraiment moi et tout 40 ans. Alors, on a beaucoup parlé de coming in. Moi, j'ai eu la chance de pas avoir besoin de faire de coming out à ma famille. Parce que comme j'ai toujours eu des amoureux, des amoureuses, ils sont toujours partis du principe que voilà. Je pense que ma mère a longtemps pensé que j'étais hétérosexuelle parce que j'avais principalement des relations avec des hommes. Là où mon père a toujours, je pense, eu cette vibe que je finirais ma vie avec une femme. Par contre, la fois où j'ai dû faire un coming out, c'était pas vraiment le mien. C'est pas un secret, moi je suis en couple avec une femme qui a transitionné. Et du coup, il a fallu que je fasse cette annonce à tout mon entourage. Oui. Parce que c'était un truc, on était en couple on s'est mis en couple avant sa transition. Du coup, il y a eu ce moment où il a fallu que j'explique qu'il allait avoir un changement de prénom, un changement de pronom, un changement de plein de choses. Et ça n'a pas été forcément un moment ultra facile, dans le sens où la première chose que je me suis dit, c'est s'il y a quelqu'un dans ma famille qui n'accepte pas ça, je vais devoir couper les ponts avec quelqu'un de ma famille. Bien sûr. Et je suis quelqu'un de très orienté famille, je suis très proche de la plupart des personnes de ma famille. Mais j'aime tellement ma femme qu'en fait, pour moi, c'était une évidence que si quelqu'un n'acceptait pas son existence, même si c'était ma mère ou mon père, ce serait terminé. Vraiment, c'était une certitude que j'avais. J'avais pas trop d'inquiétude, mais c'était quand même un petit truc qui était en toile de fond. Et encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là, vraiment... la réaction de mon père a été absolument merveilleuse. Ma femme n'a pas osé venir le jour de ce fameux coming out que j'ai fait du coup à sa place. Mais j'ai profité d'être avec mon père, ma belle-mère, mes frères et sœurs. Quasiment tout le monde était là, même mes nièces, pour leur faire cette grande annonce. Et vraiment, j'ai mon père qui a répondu OK. En mode oui et... et voilà, il y a eu les questions basiques de quel pronom, quel prénom, ok, et ça a été intégré immédiatement. Et ça, vraiment, quand je vois les expériences des personnes trans de mon entourage qui n'ont pas forcément été acceptées par leur famille ou par leur entourage, par leurs amis, c'était quelque chose qui est très très difficile à vivre. Et moi, je l'ai vraiment vécu juste par procuration, donc c'est pas moi qui ai vraiment vécu la partie difficile. Mais ça a été un peu ma seule expérience de coming out, pour le coup, et c'était même pas mon propre coming out. C'était juste de dire, voilà, j'aime une personne qui a décidé de changer dans sa vie pour être vraiment heureuse et être vraiment la personne qu'elle est et devenir la merveilleuse femme qu'elle est aujourd'hui. Je sais, je fais tout le temps des compliments à ma femme, mais en même temps, c'est ma femme, elle est merveilleuse. Et du coup, c'était quelque chose qui était aussi important pour moi parce que je pense que j'aurais extrêmement mal vécu le fait qu'elle ne soit pas acceptée par des gens que j'aime. Parce que pour moi, ça aurait été vraiment une insulte aussi bien envers elle que envers moi. Est-ce que toi, parce que donc toi, tu as eu 3 enfants. Est-ce que quand tu as commencé à fréquenter des femmes, tu leur as fait un coming out ? Ils étaient petits. Il y avait que les 2 premiers à l'époque. Mais... Ça, en fait, non, parce qu'ils étaient petits et du coup, c'est un peu comme toi, c'est resté une évidence pour eux, quoi. Et malgré tout, du coup, à l'époque, on avait fait le choix avec leur père de commencer à leur acheter. On n'était pas du tout fermés avant, mais on a volontairement acheté plein de livres pour enfants sur les familles différentes. Il y a un livre qui est génial, qui s'appelle Ma maman est bizarre. Sur une meuf tatouée et tout, pour montrer aussi d'autres modèles. Et du coup, comme on était en plus dans le polyamour à ce moment-là, les enfants ont grandi avec une famille qui était différente. Donc, les enfants, il n'y a pas eu besoin. Régulièrement, ça me demande quand même... Enfin, ils me demandent quand même où j'en suis. Aussi parce qu'ils savent que c'est des choses qui sont fluides et qui évoluent dans la vie. Et donc, voilà. Mais ils sont très fiers et je suis très soutenue par les enfants. Et puis dans ma famille maintenant c'est accepté, enfin dans le sens où c'est pareil, c'est comme ça, c'est un fait. J'ai jamais eu le cas de figure où j'ai dû aller à une fête de famille avec une femme à mon bras. Ça s'est pas présenté. Je pense que si ça se présente, pour moi ce sera non négociable. Il y a eu des moments où c'était plus en négociation, je pense à des Noëls, des trucs comme ça, il y a quelques temps. Là, maintenant, ce sera imposé. Et si c'est un problème, ce sera un vrai pareil. Voilà. Parce que je pense que c'est grave. Je pense pas que... Là, je pense que ça a évolué, que le temps a passé et tout. Puis je pense aussi, bizarrement, qu'il y a des gens aussi qui... un peu comme... Enfin, moi, contrairement à toi, il y avait vraiment personne de LGBT dans mon entourage, de famille et tout, machin. Je pense que c'est encore vachement le cas pour certaines personnes de ma famille. Et du coup, il y a cette peur un peu de...
que je sois malheureuse, que je souffre, que ce soit voilà. Et donc plutôt que de me le dire de manière positive, c'est plus on s'inquiète, donc du coup on est anxiogène, quoi. Oui. Il y a des familles comme ça. Et donc c'est un peu comme ça que je l'analyse maintenant. Je pense pas que ce soit vraiment de la pensée négative, mais c'est vraiment ce truc-là de stress, un peu de différence. Et c'est chiant. Après, moi, on en a parlé dans ce podcast, moi j'ai un fils qui est trans, donc en fait, encore une fois, voilà, dans ma famille, ils sont obligés ils ont pas le choix. Ils ont pas le choix. C'est des règles à respecter et c'est comme ça. Mais autour de moi, non, pas trop. Et puis moi, j'ai été, un peu comme toi, j'ai été très vocale dans mon travail sur le sujet. Donc en fait, il y a personne avec qui je collabore qui est pas au courant. Il y a personne, les médias avec lesquels je collabore qui sont au courant aussi. Enfin, donc en fait, et j'ai écrit des articles à la première personne, j'ai été interviewée sur on en a fait une vraie part de notre identité personnelle, publique et professionnelle, parce que ça en dit long aussi sur les valeurs qu'on veut véhiculer à travers notre travail. Parce qu'en fait, il y a une raison qui est simple, et on m'a posé la question dans ma famille sur ça, de pourquoi t'en parles autant, pourquoi t'en parles tout court, parce que il y a toujours cet argument de mais c'est votre vie sexuelle, ça vous regarde, c'est de l'intimité, c'est ce qu'on dit sur les hommes gays aussi, on dit je veux pas savoir ce que tu fais dans ta chambre à coucher, alors qu'en réalité ça concerne toute ta vie. Bah oui. Parce que du coup ça concerne tes amours, ta famille choisie, ta communauté, ta façon d'être. Mais bon, du coup, c'est un mauvais argument. Et donc moi j'ai toujours expliqué que on avait besoin de représentation bisexuelle. Alors je me dis pas que c'est moi qui représente ce truc-là, non. Mais je me dis que justement en parler ouvertement, ça va inciter encore plus de gens à en parler ouvertement, et qu'à un moment on aura une vraie représentation de plusieurs personnes qui peut-être il y en a une qui va te ressembler plus que d'autres, et que tu vas te dire cette personne-là c'est ma personne référente. J'imagine des adolescents, adolescentes, parce que du coup ça intègre aussi les hommes bi. Enfin je veux dire on en a pas parlé depuis le début, mais il y en a. Et ils sont encore moins visibles pour le coup que les femmes bi. C'est ça. Et puis pour le coup vraiment là pour malmener, enfin un peu de tous les côtés, c'est un peu complexe la situation spécifique des zombies, et il y a un vrai truc qui se passe, quoi. Moi pareil, dans mon travail de journaliste, j'ai mis un point d'honneur à en interviewer, à aller les chercher, à les faire parler, pour qu'on entende leur voix aussi, quoi. Et donc il y a un truc très militant par rapport à ça, et donc c'est pas une volonté d'être impudique, une volonté d'être égocentrique, de se montrer, de parler de sa vie sexuelle et tout. D'ailleurs quand on parle de notre vie sexuelle, c'est toujours justifié en réalité sur des trucs militants. Alors, on n'est pas en train de vous raconter exactement tout ce qu'on est en train de faire en termes de pratique. Exactement. On parle des gens qu'on aime et de la façon dont ça impacte nos vies et même nos carrières, parce que moi je sais que on travaille toutes les deux dans le monde des médias, on est journalistes, vous le savez. Il y a des médias où l'homosexualité n'est pas du tout acceptée. Et encore, je mets des médias avec des très gros guillemets, parce que la presse est censée être objective. On est toutes d'accord pour dire que la presse ne sera jamais objective. Mais voilà, je sais que moi, par exemple... En théorie, c'est illégal d'être homophobe. Mais voilà. Il y a des médias comme Valeurs Actuelles ou Frontières qui sont ouvertement homophobes, transphobes. Et c'est des médias avec lesquels on n'a pas envie de collaborer. Et le fait que nos identités et nos orientations sexuelles soient connues, mine de rien, ça fait du tri. Moi, j'avais déjà été contactée par des médias d'extrême droite qui voulaient que je travaille pour eux. Gonflé. Un peu gonflé. Je ne dirai pas lesquels, les gens de mon entourage le savent très bien. Et j'étais là en mode, les gars, vous êtes très mal renseignés, parce que je pense qu'il suffit de faire un tour sur mon compte Twitter, mon compte Instagram, qui sont tous publics. Enfin non, plus mon compte Twitter, maintenant c'est fini, la publicité sur Twitter, mais c'est clair que je suis une femme qui aime les femmes, que je suis une personne queer, militante et engagée. Donc en fait, si votre ligne éditoriale elle est pas alignée à mes valeurs, on va pas s'entendre. Donc c'est quelque chose qui est important, parce que c'est aussi important dans la façon dont on traite les sujets. C'est notre force aussi, parce que c'est une vraie force en tant que journaliste et en tant que personne qui fait passer la parole d'autres gens, a des angles sur les sujets. Il y a des médias qui nous embauchent aussi pour ça. Et donc parce qu'on a cette... on en avait parlé beaucoup dans l'épisode qu'on avait sur fait le journalisme de l'intime. En fait, le fait de parler de notre vie privée, ça montre qu'on n'est pas des murs. Et que les personnes qui vont se confier à nous ne se confient pas à des personnes anonymes. On est des personnes qui assument ce qu'on est. Et du coup, c'est forcément plus facile, je pense, pour elles de venir nous parler. Bien sûr, moi, tout ce que je prends, je donne, quoi. Enfin, je veux dire, ça me semble être... Enfin, c'est une éthique personnelle de travail, mais et du coup, ça fait cette identité-là, elle en fait partie, évidemment. Moi, je vois aussi ça sous un angle purement féministe, c'est-à-dire que prendre plus de place dans la communauté LGBT et queer, c'est aussi... du coup, ça a beaucoup changé la façon dont je me présente au monde, c'est-à-dire la façon dont je m'habille, la façon dont je me maquille, la façon dont... Sortir de l'hétérocentrisme aussi par rapport à ça, et pouvoir essayer des choses aussi avec mon corps, voilà. Et maintenant, il y a aussi des fois où je me dis, ça par exemple, tu vas oser,
Et ça va être figure d'exemple aussi pour d'autres femmes, parce que du coup, moi, ça m'arrive très régulièrement de voir des femmes dans la rue et de me dire putain, inspiration incroyable, l'audace de se dire je me recouvre intégralement de paillettes, je mets des trucs qui ont l'air, il y a des tenues de chantier que je trouve incroyablement sexy, ou des trucs qui me viendraient pas dans ma culture hétérocentrée de l'époque, me seraient pas venus. Et là maintenant, il y a plus. En fait, tu sors de cette espèce de séduction un peu toxique et qui du coup qui est pas forcément celle dans laquelle tu te sens bien. Maintenant, par exemple, je mets quasiment plus de pompe à talons, mais du coup, je me sens beaucoup plus sexy. Ça pose aussi la question. Pareil avec la lingerie. Enfin, je veux dire, je porte plus de lingerie qui me si la chatte, on va dire la vérité, mais j'adore porter des caleçons, et donc du coup il y a ce truc aussi de sortir de cette espèce de norme, et de se dire que quand on sort dans la rue, alors tout le monde voit pas quel slip j'ai, hein, mais parfois si, mais pas toujours, c'est aussi de pouvoir collectivement avancer par rapport à ça et faire figure d'exemple. Donc on n'a pas à se cacher en fait, globalement. Puis c'est quelque chose qui fait du bien. Moi je sais que j'ai eu le cas récemment où j'étais dans la rue, je tenais la main de ma femme, et on a croisé deux adolescentes qui devaient avoir peut-être 14 ou 15 ans, qui nous ont regardés, qui se sont pris la main et qui ensuite nous ont de nouveau regardés en mode on se nous sait. Aussi. Bah oui, en mode nous sûr. aussi. Et du coup je me dis que plus nous en tant qu'adultes et en tant que personne on va se permettre de se montrer, plus on va donner envie à la génération en dessous de la nôtre de se montrer. Et du coup, plus ça va normaliser les choses. Bien sûr, mais je pense que c'est donc ça c'est aussi une autre phase en fait de notre chemin, mais à toutes les deux, mais une phase qui a déjà commencé il y a un moment, celle de la question de la visibilité et en vrai c'est aussi beaucoup plus heureux. Enfin moi j'ai vraiment accepté cette partie-là de moi et toute l'histoire, hein. C'est-à-dire même la partie avec les hommes. Globalement, je trouve que c'est une vraie richesse et c'est ce que je disais, je me suis jamais sentie aussi épanouie, donc il y a pas Enfin, en tout cas, il y a de la cohérence et il y a aussi beaucoup de joie dans ce parcours. Ça rend vraiment heureux, en fait, de pouvoir être les personnes qu'on est sans avoir à se cacher. Moi, c'est peut-être le seul regret de la façon dont j'ai vécu mon adolescence bisexuelle. Certes, j'ai embrassé la moitié des meufs de mon lycée, j'ai couché avec plein de meufs parce que voilà, mais c'était toujours caché parce qu'elles n'avaient pas envie que ça se sache, parce qu'elles ne voulaient pas avoir cette étiquette de lesbienne. Elles voulaient expérimenter, mais j'étais l'expérience cachée. Et c'est pas fun, en vrai. Moi, j'ai fait un peu comme toi, j'ai expérimenté parce que j'avais quand même des envies à un moment vers le lycée, puis un peu après. J'ai embrassé tellement de meufs bourrées. Enfin, pas bourrées, mais bourrées. Non, mais assez bourrées pour qu'elles aient le courage de me demander. Et donc, et maintenant, c'est le parcours de plein de femmes bi, en vrai. Mais c'est triste. C'est triste pour elles, c'est triste pour moi. Enfin, triste pour tout le monde. Mais du coup, ouais, c'est des trucs que si je pouvais le réécrire, que ça n'arrive pas, ça correspond pas à mon éthique aujourd'hui, je l'enlèverais, enfin je le referais pas du tout. Mais ça, il y a des fois aussi où on se trompe en fait, il y a des fois où on est aussi immature et où on sait pas comment faire et on n'a pas d'exemple, donc c'est comme ça. Écoute, je pense que c'est une belle façon de conclure cet épisode. N'ayez pas peur d'être visible. Surtout si vous pouvez le faire dans une façon qui est sécurisée. À tous les âges. Voilà, à tous les âges. Il faut qu'on arrive à normaliser au maximum le fait que toutes les orientations sexuelles existent et qu'elles sont toutes aussi valides les unes que les autres. Et que on a le droit d'être heureuse en aimant les femmes quand on est une femme. Qu'on a le droit d'être heureuse en aimant les hommes aussi, évidemment. Mais surtout en aimant les femmes. Et puis qu'on parle d'amour aussi. Et puis qu'on parle d'amour, que la sexualité ne soit pas ramenée seulement à la sexualité. On aime les femmes d'un point de vue sexuel, certes, mais aussi d'un point de vue romantique. Et c'est vrai que c'est un petit peu caché dans l'expression bisexuelle, mais c'est le cas. Et que les espaces comme la rue, les transports en commun sont aussi à nous, et que le monde aura fait un grand pas quand on n'aura plus besoin d'avoir peur de tenir la main d'une autre femme dans la rue, ni qu'on aura ce truc de elles sont vraiment copines parce que ça on l'a déjà eu aussi. C'est un truc sur lequel moi j'ai dû corriger beaucoup mes grands-parents notamment, qui me disaient ta copine, et j'étais là non, ma femme, mon épouse, la personne avec qui je suis mariée. Voilà, de leur rappeler que c'était pas une copine, que c'est la femme que j'aime, et que c'est important, parce que oui, effectivement, ça m'est arrivé plein de fois de tenir la main de juste copine, d'amis dans la rue, mais non, il y a quelque chose de très différent à tenir la main d'une personne qu'on aime sincèrement, amoureusement. C'est presque une victoire en fait, c'est un peu un côté trophée.
Voilà, non pas que ma femme soit une trophy wife, même si elle est absolument splendide, mais voilà, il y a rien qui me rend plus fière que de tenir la main d'une femme que j'aime dans la rue. De pouvoir embrasser des meufs dans des bars, même si je vais avoir droit à des regards lubriques, en fait j'ai plus envie de m'en priver en me disant je vais pas me donner en spectacle. Donc voilà, on pourrait continuer cet épisode pendant des heures, mais on en est déjà à plus de 40 minutes, donc on va se calmer. La conclusion de cet épisode, c'est aimez qui vous voulez, soyez fiers de le faire. Tant que c'est fait dans le respect et le consentement de chacun et de chacune. Embrassez la différence, embrassez les femmes dans la rue, embrassez les hommes dans la rue. Faites-vous plaisir et amusez-vous. Et voilà. Ouais, c'est une très bonne... embrassez votre bizarrerie. Et sortir de la norme, en vrai, c'est bien. Et célébrer le mois des fiertés. Exactement. Bon mois des fiertés. Bon mois des fiertés. On vous rappelle que Laetitia et Lucille présentent La fierté d'être bisexuelle dans une société hétéronormée est un podcast TDA Prod, présenté par Lucille et moi-même, produit par Benjamin Saeptem Ours. On est sur toutes les plateformes d'écoute, on est sur tous les réseaux sociaux, on est sur YouTube. Continuez à nous donner de l'amour, on adore ça. Et puis dans 2 semaines. À très vite.